Qu'est-ce qu'une déglutition atypique ou TOM, trouble orofacial fonctionnel? Pour répondre à cette question, je tourne aujourd'hui une capsule avec notre spécialiste dans l'abord dentaire et ostéopathique, Isabelle Hu, qui a cette double casquette. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi est-ce important de connaître ce qu'est un TOM? Alors là, on va retomber sur la collaboration interprofessionnelle, travailler avec les orthophonistes éventuellement, comprendre mieux les troubles orthodontiques et surtout, c'est la place de la langue en ostéopathie. Donc, la langue est-elle fonctionnelle ou bien la langue est-elle dans sa dysfonctionnelle en fait? On ne parlera pas de pathologie parce que la pathologie, ça va intéresser la dysphagie ou des troubles, il peut y avoir aussi des troubles neurologiques, donc on ne rentrera pas. Là, on parle un petit peu de plus la place de la langue, sa dysfonction, puis comment ça va être important pour nous, en ostéopathe, de pouvoir le déterminer. Autrefois, on parlait d'églutition atypique, on parlait de langue immature, on parlait de déglutition infantile persistante. Et actuellement, la terminologie qui est privilégiée, qui est plus juste, c'est trouble orofacial myofonctionnel, alias TOM. Et pourquoi? Parce que souvent, on va le voir, ça peut être associé à d'autres dysfonctions. Alors, déglutir, c'est avaler, donc c'est une fonction vitale. Le fœtus se prépare depuis très, très tôt dans la vie intra-utérine de façon à être prêt à se nourrir à la naissance. Donc, du fœtus, on passe au bébé et le bébé, il va avaler le lait. Et dans sa physiologie, au départ, c'est vraiment succion, déglutition. On va parler de type déglutition primaire parce qu'il va stabiliser sa petite mâchoire pour pouvoir se nourrir avec sa langue, ses joues, ses lèvres, parce qu'il n'a pas de dents. Donc, il ne peut pas stabiliser sa mâchoire avec ses dents, mais il va le faire avec sa musculature. Donc, c'est ce qu'on va appeler déglutition primaire, donc de la petite enfance. À l'âge de 3 ans, lorsque les dents sont toutes en place, cette déglutition, elle va maturer. Donc, le carrefour en fait aéropharyngé va se structurer et la déglutition va changer progressivement pour une déglutition de type adulte, qu'on va appeler aussi secondaire. Ce passage se fait pas forcément de manière optimale pour tout le monde. En fait, c'est une acquisition neurologique. Et les conséquences sont souvent des conséquences orthodontiques. On va voir le lien de la langue avec les dents. Et la langue est aussi par rapport à la posture de la mâchoire, mais aussi posture générale au niveau du corps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de regarder la place de la langue et comment ça marche. Donc, les conséquences, ça va être les récidives orthodontiques. Si, par exemple, on n'a pas travaillé la langue, même s'il y a eu un traitement d'orthodontie, on va avoir des récidives. La langue est importante, la déglutition atypique, elle peut être, ou infantile persistante, le TOM peut avoir des conséquences sur la mécanique articulaire avec des compressions des disques qui vont être plus présentes, donc des mâchoires des disques qui vont vieillir prématurément. Les 10, c'est les ménisques des ATM, tu parles. Exactement, les ménisques des ATM. Ça peut être des contractions de la musculature péribuccale, en fait. Et aussi, dans d'autres dysfonctions qui sont associées, la langue va être souvent en position basse dans la mâchoire, donc contre la mandibule, et ça va être associé à une respiration par la bouche. Et l'adaptation posturale va être en conséquence, parce que la posture respiratoire va être en lien avec cette position de langue, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de regarder et la respiration et la position de la langue et donc de tester la déglutition. On peut mettre ça en évidence par un questionnaire, demander par exemple comment l'enfant mâche. Si on a un enfant avec une déglutition, avec un TOM, il va mâcher, il va avoir du mal à mâcher. Ça va être difficile pour lui, il ne va pas avoir envie de mâcher les aliments durs, il va préférer une nourriture molle. Donc, il y a tout des liens qui peuvent être faits avec ça. Donc, on peut faire des tests fonctionnels pour mettre ça en évidence. Vous voyez, ça, c'est une image d'un enfant qui pousse avec sa langue lorsqu'il avale. Donc, il prend appui sur ses structures musculaires pour stabiliser sa mâchoire et non pas sur ses dents.
Donc, même si on voulait fermer cet espace antérieur ici avec des bagues ou un traitement orthodontique fixe, si on ne travaille pas la langue, cette poussée linguale, puisqu'on avale quand même entre 1500 à 2000 fois en 24 heures, va réouvrir cette béance, donc avec des récidives orthodontiques. Donc, le traitement, bah, c'est vraiment, si l'ostéopathe est vigilant là-dessus, il peut aider l'orthodontiste et l'orthodontiste en travaillant les structures des fonctions. Donc, selon l'âge, il existe aussi des appareils d'éducation au niveau de la langue. Il y a des appareils d'orthodontie fonctionnelle qui vont être mis en place par le dentiste. L'orthophoniste peut être un des intervenants pour voir s'il y a un trouble important. C'est pas nous, notre rôle en ostéopathie n'est pas de rééduquer complètement la langue, mais on peut guider, on peut avoir des tests qui vont nous aider à guider les choses et à aider les patients dans une première intention. Donc, on est vraiment au carrefour de la collaboration interprofessionnelle entre l'orthodontiste, le dentiste, l'orthophoniste et l'ostéopathe. Donc, c'est un bon exemple de collaboration interprofessionnelle. Est-ce que tu peux revenir sur la slide où tu parlais des conséquences du sommeil? Oui, bah déjà celle-ci. En fait, enfin moi j'ai la chance d'avoir une forme de fraîcheur en t'écoutant parce que c'est pas du tout ma spécialité en ostéo, mais euh, si je comprends bien et me souviens bien de ce que tu as dit quand on préparait cette vidéo, finalement, ce qui est très important, c'est que un adulte normal, entre guillemets, il a la langue au palais. Exactement. La langue doit être collée au palais. En fait, il n'y a pas de ville dans la bouche. On n'est pas fait pour respirer par la bouche. S'il n'y a pas de pathologie, on respire par le nez. La respiration physiologique doit se faire par le nez. Donc, quand on dit qu'un adulte, en fait, a conservé une déglutition primaire, si j'ai bien compris, ça veut dire que lorsqu'il va avaler, je pense qu'on peut faire soi-même le test avec les doigts gantés, etc. Mais on va le voir quand il avale, que ça, même en tant qu'adulte, sa langue va essayer de sortir par les interstices entre les dents. Elle va essayer de sortir soit entre les dents sur les côtés, soit elle va pousser en avant, entre les dents. Donc, D'accord. ça déforme en fait. Parce que la langue, on peut la considérer comme le conformateur de la bouche. C'est vraiment la fonction linguale qui va donner sa forme à la bouche. Donc, les dents font partie de ça. Par exemple, si on a une langue qui reste en position basse parce que l'enfant ou l'adulte respire par la bouche, on va avoir un palais qui va être étroit. Par exemple, parce que l'air est censé, il participe à la croissance de l'étage moyen de la face par le passage de l'air. Donc, ça a des conséquences sur la forme de la bouche. On est vraiment sur une interaction très forte, très puissante entre structure et fonction. Complètement, Hmm. complètement. Avec effectivement des répercussions sur le sommeil, enfin, sur la respiration et donc sur le sommeil. Donc, c'est vraiment sur la qualité de vie, Sur la qualité de sur vie, l'esthétique, l'image de soi, enfin, oui. plein de choses. Donc, il y a ces aspects-là, puis il y a vraiment les aspects santé, parce que une bonne respiration, c'est quand même une garante et le sommeil, ce sont des garants d'une bonne santé, parce que si on respire par la bouche, parce que la langue est basse et que la déglutition se fait encore comme de type primaire, on peut développer, donc ce sont des patients qui vont, adultes qui vont se mettre à ronfler par exemple, et puis ça peut y avoir, ça peut dégénérer aussi en apnée du sommeil. Donc il y a des liens qui sont faits avec tout ça. Apnée D'accord. du sommeil, bruxisme, ça c'est des choses qu'on peut développer dans d'autres capsules ou conférences, etc. Mais il y a des liens bien sûr qui sont complètement objectivés entre l'apnée du sommeil et le bruxisme. Donc, la déglutition atypique fait partie des habitudes orales qui vont perturber l'ensemble du système. Donc, on passe à la déglutition finale, adulte, à quel âge, rappelle-moi? À 7 ans, ça devrait être acquis, à l'âge de Ça 7 devrait ans. être acquis. Oui. D'accord. Lorsque les Effectivement. premières molaires définitives sont en place et que la mâchoire peut se stabiliser justement par les dents, en fait, par une occlusion. Il y a un passage neurologique, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le passage se fait en général entre 3 et 7 ans. Puis il y a une maturation au niveau des nerfs crâniens concomitante, bien sûr.
D'accord. Ouais, bah, c'est vraiment un geste d'examen clinique finalement facile à faire et quasiment, je dirais, obligatoire de détection si vous Absolument. faites de la pédiatrie ou si vous vous intéressez à ces troubles du sommeil ou que vous suivez même des adultes qui sont sur, par exemple, un traitement orthodontique et visée esthétique. Ça, voilà, tous les âges finalement. Même en cas de dysfonction crânio-mandibulaire, en cas de parafonction aussi, parce que les parafonctions sont beaucoup liées aux habitudes orales. Donc, même en cas de bruxisme, par exemple, c'est un test qu'il faut faire. Il faut le faire dans tous les cas. C'est facile, et pour moi, ça fait vraiment partie de l'examen systématique. Et Si rien, on passe à autre chose, mais si on bien objective sûr, quelque chose, on c'est ça. s'en... Oui. Systématique. Et la rééducation du schéma neuromoteur pour acquérir en fait cette déglutition secondaire adulte, elle peut se faire facilement et en combien de temps? C'est une très très bonne question et c'est difficile parce que c'est un processus, donc ça se fait pas tout seul. Il y a des orthophonistes qui sont spécialisés dans la rééducation linguale, donc c'est dire que c'est quand même tout un champ d'expertise aussi. Nous, on peut aider déjà en faisant prendre conscience au patient de sa déglutition, en lui demandant d'essayer d'avaler. La première chose à faire, c'est d'essayer d'avaler les dents serrées pour essayer d'enclencher un autre mécanisme. Après, il y a des outils il y a des outils de rééducation linguale. Il y en a beaucoup sur le marché actuellement. C'est très en vogue, on pourrait dire. Il y a notamment le Froggy Mouse du docteur Philus. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a le Deglutix. Enfin, il y a plusieurs outils. Il y a beaucoup de choses actuellement parce qu'on commence à mettre une emphase particulière sur cette problématique. Avaler avec la dent coincée entre les langues, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir tous arriver à faire sans problème. Non, Avec on le la fait. langue coincée, c'est Non, difficile. non, il faut pas justement, il faut que les dents se serrent et la langue prend, en fait, c'est toute la langue, les dents, la première chose quand on a quelque chose dans la bouche, on serre les dents, la langue a son appui au palais et c'est vraiment toute la langue qui doit, avec le péristaltisme, qui Oui, doit oui, tu parlais progresser. d'un test à faire éventuellement pour les personnes qui Ben, avaient ce le test, dérèglement. oui, il suffit d'inhiber les contractions des joues, les contractions des lèvres. D'accord. Pour voir si, parce que normalement, quand on est assis en aval, l'osioïde monte, descend et la langue prend son appui au palais. Sinon, si on empêche la langue, quelqu'un qui a une déglutition de type primaire va recruter ses joues ou ses lèvres pour pouvoir créer une stabilisation. Donc, en mettant les doigts à l'intérieur de la bouche ou en inhibant la lèvre inférieure, on empêche cette contraction, donc ça va se mettre en évidence tout de suite. Ça marche. Le patient ne pourra plus avaler, tout simplement. En tout cas, si je souhaite orienter un patient qui a des besoins par rapport à ça, ce sera vers un orthophoniste. C'est un orthophoniste. Ce sont qui sont, oui, s'il y a un gros problème, bien sûr, absolument. Merci beaucoup Isabelle pour cet éclairage. Si vous avez des questions, des commentaires, des retours, vous pouvez le faire comme d'habitude dans les commentaires sous la vidéo. Merci de partager cette vidéo à ceux qui peuvent en avoir besoin, patients, collègues, amis, et de vous abonner à notre chaîne. Ça aide et ça nous encourage au développement des futures vidéos. Merci Isabelle. Merci à tous. Merci Mathieu.